Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une correction de sujet de bac qui est toute fraîche, qui est tombée donc cette année. C'était dans le centre étranger numéro 2. Je ne m'intéresse pas, attention, c'est pas exactement un sujet de spé physique pour ceux qui sont que en spé physique, c'est pour l'aspect SI et ils ont une partie physique qui dure 1 heure. Alors la bonne nouvelle, c'est que même si vous êtes en spé physique classique, disons, ça vous intéressera quand même puisque c'est un sujet qui d'interférence, en plus vous allez vite le comprendre. Et cette partie-là du programme, elle est complètement commune entre la SI et puis l'aspect physique, donc ça peut vous intéresser aussi également. Donc vous allez vite comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Je vais écrire au tableau au fur et à mesure les réponses, essayez de faire mettre pause sur la vidéo pour essayer de le faire en même temps que moi, voir un petit peu avant moi pour avoir la correction en même temps. Et puis j'espère que pour vous ça va être assez facile parce que vous allez voir que l'interférence en fait c'est tout le temps la même chose. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Un sujet suffit à tous les faire. Donc comme ça au moins vous serez tranquille. Donc on est parti par le contexte. Alors, donc c'est un sujet qui est censé durer, chaque exercice est censé durer 1 demi-heure en SI, donc ce serait bien que la vidéo dure à peu près 1 demi-heure, hein. Ça voudrait dire que vous savez un petit peu combien de temps on peut passer pour faire un exercice en physique, et puis ce serait le même type de temps qu'il vous faudrait en spécialité tout court. Donc on nous parle de téléphone mobile. Il se trouve que les téléphones sont constitués donc de pixels. Voilà, il y a différents types. Vous avez un type S et un type I, ok. On essaye de lire un petit peu entre les lignes, parce que c'est pas très important tant qu'on n'est pas rentré un peu dans le vif du sujet. Au niveau des données, on vous dit que les pixels sont modélisés par des carrés, que ces carrés sont une distance A. Ça c'est plutôt bon signe, puisque c'est une distance A, on imagine un petit peu la distance entre deux obstacles. Ça nous fait vraiment penser de plus en plus à de l'interférence et non pas de la diffraction. La diffraction pourrait être intéressante pour connaître la taille d'un pixel, mais là on va s'intéresser à la distance entre deux pixels. Une fois que ça c'est bon, on me donne la résolution, enfin on me parle de résolution qui est un nombre de pixels par pouce. Bon, ils ont voulu complexifier un petit peu le truc, pourquoi pas. Donc on vous rappelle qu'un pouce c'est 2,54 cm, ce qui veut dire que quand vous avez 438 pp, donc pixels par pouce, c'est pas 438 pixels pour 1 cm, mais c'est 438 pixels pour 2,54 cm. Bon, c'est pas méchant, quand on en aura besoin on l'utilisera, mais vraiment là pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire. La longueur d'onde du laser 650 nanomètres, ça c'est plutôt bon signe si on commence à nous donner ça. L'objectif de l'exercice, quel est-il? Eh ben, il est de déterminer la résolution, expérimentalement, la résolution d'un téléphone mobile de type S et de le comparer avec celle d'un autre téléphone de type I. Ok, d'accord. Sachant qu'on nous le dit, le type S, il a 438 pixels par pouce, alors que le type I, il en a moins. Donc on s'imagine bien que puisque là, il y en a plus, l'écart entre deux pixels, il va être plus court et donc l'interfrange que je vais trouver après derrière, enfin on parlera d'interfrange peut-être après, mais bref, la distance entre les deux obstacles, donc entre les deux pixels, doit être plus courte pour le S que pour le I. Si on trouve ça, c'est plutôt bon signe. Donc lorsque les faisceaux sont éclairés par un faisceau laser, ils se comportent par réflexion comme des sources ponctuelles cohérentes. Le mot cohérent, c'est vraiment quelque chose qui n'intervient que pour la partie interférence. Rappelez-vous que si vous n'avez pas des sources cohérentes, en fait, vous ne pouvez pas avoir d'interférence. Et donc, une source cohérente, pour rappel, comme ça, on fait en même temps des petits rappels de cours rapides. Eh bien, une source cohérente de lumière, c'est une source, en fait, qui a un déphasage qui est constant. Et si vous voulez, quand vous prenez des lumières, deux lumières différentes, il n'y a aucune chance pour qu'elles soient cohérentes, combien même ce serait 2 ampoules achetées au même moment. Parce que, tout simplement, il y a quand même une légère différence entre les 2 ampoules, forcément. Il n'y a pas exactement la même quantité de métal, enfin bref, vous imaginez, et ça peut pas être parfaitement la même chose tout simplement. Et comme ça peut pas être exactement les deux mêmes sources, eh bien il y a peut-être un petit déphasage qui va se créer, un déphasage aléatoire entre les deux, et ce déphasage aléatoire qui n'est pas contrôlable, malheureusement, entraîne que nous ne pouvons pas faire d'interférence avec des lumières qui ne sont pas cohérentes. Donc le seul moyen d'avoir des lumières cohérentes, c'est en fait d'avoir à la base une source qui va se diviser en deux. Là, dans ce cas-là, ça peut être cohérent sans problème, puisque la division se fait d'une même source. Donc là, a priori, on est bon, c'est ce qu'on nous propose de faire. J'ai un laser qui va sur un écran. Cet écran, ensuite, réfléchit la lumière, enfin, c'est pas vraiment l'écran, mais c'est l'écran du téléphone, qui réfléchit sur l'écran du téléphone pour aller vers un écran d'observation. Et donc, évidemment, puisque la distance entre les deux obstacles est courte, eh bien, je vais observer une figure d'interférence. Alors, figure d'interférence qui n'est peut-être pas comme ce qu'on a l'habitude de voir, c'est pas très grave, de toute façon, le principe, il est le même. On vous donne ici la distance qu'il y a entre l'écran et l'écran d'observation, ok. Donc ça nous fait déjà 2 données. Je vais avoir maintenant la longueur d'onde et j'ai maintenant la distance grandée.
Une fois que j'ai ça, qu'est-ce qu'on me dit? Eh ben, on me propose deux photos. Une première à gauche du modèle de type S avec l'interfrange modélisée ici. Ici, on ne me le rappelle pas, mais il est évident que l'interfrange sera cette partie-là. J'espère que vous voyez bien malgré la luminosité importante. Donc, qu'est-ce qu'il suffira de faire ici? Simplement, il va nous suffire de mesurer cette interfrange ici. On connaît l'échelle. Et encore, j'ai même envie de dire qu'on n'est pas vraiment obligé de mesurer quoi que ce soit, parce que vous voyez, ça fait un carreau ici, puis un autre carreau ici. On est sur deux carreaux, on est sur du 2 cm, puisque un carreau, c'est 1 cm. Et là, j'ai l'impression qu'on est sur du 1 carreau, donc 1 cm. À voir s'il y a besoin d'être plus précis ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose de faire pour la première question? Préciser le caractère de la lumière mise en évidence par de telles figures. Donc la question, elle est peut-être posée un peu bizarrement. Je ne suis pas certain qu'en métropole, on poserait ces questions comme ça, même si, je ne sais pas s'ils font vraiment une différence en fonction de là où c'est posé. Alors, le caractère de la lumière mise en évidence par de telles figures, je vous la reformule si vous voulez. Le fait que l'on voit des figures d'interférence, qu'est-ce que cela dit sur la nature de la lumière? Eh bien, ça dit qu'en fait, la lumière est une onde. Parce que, comme vous le savez, nous ne pouvons pas observer d'interférence avec autre chose qu'une onde. Je peux avoir des interférences sonores, je peux avoir des interférences lumineuses. Je ne peux pas avoir d'interférence avec deux balles de ping-pong que je lance, par exemple. Je ne peux avoir d'interférence qu'avec des ondes. Donc, ça met en évidence le caractère ondulatoire de la lumière ici. Qualifier le type d'interférence correspondant au point lumineux. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Rappelez-vous, vous avez soit des interférences lumineuses, soit sombres. Alors, dit autrement, c'est plutôt constructive ou destructive. Si c'est lumineux, c'est constructif, tout simplement. Et quand c'est pas lumineux, c'est destructif, et puis c'est tout terminé. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous voyez, on est sur deux questions qui peuvent vous dérouter quand même. Normalement, elles sont censées vous mettre en confiance, mais ces deux-là, j'avoue que, même s'il n'y a rien, ça reste des questions qui peuvent vous dérouter un petit peu. N'ayez pas de panique d'ailleurs, sur des questions comme ça ne vaut pas beaucoup de points. Donc, même si vous les ratez, c'est pas très grave. Là où ça commence à valoir des points, c'est quand il y a des formules, vous l'imaginez bien. La distance I entre deux points lumineux voisins sur l'écran d'observation, figure 2, donc ce qui est là, correspond à l'interfrange. Par analyse des unités, éliminez deux relations parmi les 4 ci-dessous. Alors attention, on ne vous dit pas de faut connaître votre relation par cœur, on vous dit de retrouver deux potentielles bonnes relations. Alors regardons ça. I, l'interfrange, c'est une longueur, d'accord? Ça veut dire que I est forcément homogène à une longueur. Ça veut dire que, moralité, en termes des unités, il faut que ce soit des mètres, d'accord? Une fois que ça c'est bon, regardons quelles sont les formules qui vont pouvoir éventuellement correspondre. Alors on va peut-être essayer d'en éliminer un petit peu de tête rapidement, mais je vais quand même en faire au moins une correctement pour vous montrer mon raisonnement. Donc sur la première formule, on me propose I égale A fois lambda fois D. Oui, mais A, alors faisons ma petite analyse dimensionnelle. I, c'est une longueur. Est-ce que j'ai bien ici quelque chose d'homogène à une longueur? Alors A, c'est la distance entre les deux pixels, donc c'est une longueur. La longueur d'onde, je pense que j'ai pas besoin de vous dire grand-chose, c'est une longueur. Et D, c'est aussi une longueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me retrouve avec I qui est censé être une longueur et qui en fait est une longueur au cube. Donc là, il y a un problème. Ce n'est pas égal, tout ça d'accord? Donc cette formule-là ne peut pas être bonne puisque en fait I est modélisé ici par une formule qui et la multiplication de 3 longueurs. Donc en fait, c'est un mètre cube. Donc là, on est en train de calculer un volume, typiquement. Donc ça ne marche pas. Donc tout de suite, s'il y a des formules qui me font intervenir 3 longueurs multipliées l'une par l'autre ou divisées l'une par l'autre, ça n'a aucun sens. Ici, en voilà une autre. Là, j'espère que vous l'avez reconnue un petit peu, puisque normalement, c'est celle que vous devez connaître par cœur. Quand bien même, au cas où ce ne serait pas le cas, regardez, ça marche. Lambda, ce sont des mètres. D, ce sont des mètres. Ici, ce sont des mètres. Et bien là, on est bon. Donc j'efface tout de suite parce que je ne vais pas avoir un grand tableau aujourd'hui si je veux vous projeter le sujet en même temps. Donc je vais avoir lambda, donc c'est des mètres, donc des longueurs, multiplié par des longueurs, le tout divisé par une longueur. Donc si ça j'efface, ça j'enlève, et bien il me reste une longueur. Et donc j'ai bien quelque chose qui correspond à I. Ce qui veut dire que tout de suite, vous pouvez aussi me dire que la C pourrait potentiellement être bonne aussi, puisque j'ai aussi, donc là, longueur fois longueur sur longueur. Donc j'enlève longueur et longueur, il me reste des longueurs, tout va bien. Ici, ça ne peut pas marcher. Pourquoi ça ne peut pas marcher? Parce que la longueur au carré, elle est en bas. Donc, si je vous le dis autrement, donc je vous réécris la formule, A sur lambda fois D. Donc là, j'ai des longueurs sur des longueurs fois des longueurs. Je peux enlever, ça, il n'y a pas de problème. Mais où est-ce que sont mes longueurs cette fois-ci? Elle est au dénominateur. Donc en fait, ça veut dire que I serait homogène à une longueur moins 1, c'est-à-dire l'inverse d'une longueur. Non, parce que I doit être homogène à une longueur, donc ça ne peut pas être une longueur moins 1. Vous comprenez le principe, j'espère. Donc moralité, les deux formules qui pourraient être bonnes, ce sont ces deux-là.
Ok. Après, évidemment, j'imagine que pour la suite, il faudra regarder si ça marche ou pas, ou peut-être qu'il faut connaître, on va voir. Alors, question 4, qu'est-ce qu'on nous propose maintenant? Parmi les deux relations restantes de la question 3, on cherche à identifier la relation correcte. En utilisant la figure 2, décrire l'évolution de la distance A entre 2 pixels lorsque la résolution augmente, sans calcul, montrer alors que la relation à retenir est I égale lambda D sur A. Bon, de toute façon, soit vous la connaissiez par cœur, ce qui est une bonne idée, soit vous la connaissiez pas par cœur et de toute façon, vous voyez, on vous la donne. Donc si vous n'arrivez pas à vous en sortir, bon, allez, on triche un petit peu, d'accord, hein. On regarde un petit peu ça et puis on essaye de pouvoir refaire la question 3 si vous n'aviez pas eu d'idée pour la question 3. Essayez toujours, regardez peut-être la question d'après, parfois elle peut vous donner un début de réponse, ça peut vous aider. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? En gros, j'ai mes deux relations, il faut éliminer celle-là. Comment je fais pour éliminer celle-là? Eh bien, on nous a dit quelque chose normalement, nous. Hein. Hop, je vais essayer d'avoir les formules en même temps. Alors, je me rappelle que j'ai le type S à gauche et le type I à droite. On avait dit, remontons un petit peu dans le passé, on avait dit que le type S, c'était le 438 pixels par pouce et le I, c'est le 326 pixels par pouce. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que si j'ai le 426 pixels par pouce, donc j'ai beaucoup plus de pixels sur un seul pouce. Donc, ça veut dire que l'écart entre 2 pixels, ici, qu'on va appeler A1, et forcément, ça c'est pour le type, j'ai dit quoi? S. Et donc pour le type I, je vais en avoir moins à mettre sur un pouce. Donc ça veut dire que mon écart A2 ici, entre les deux obstacles, eh bien, va être plus grand que l'écart A1. Donc je vais avoir A1 plus petit que A2. J'espère que ça, vous le comprenez, puisque je dois serrer davantage ici les pixels. Donc l'écart entre 2 pixels est évidemment plus court. Alors maintenant que ça c'est dit, donc ça, c'est caractéristique de l'écran où les pixels sont les plus serrés. Et ça, c'est quand les pixels sont les plus éloignés. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, qu'est-ce que je vois déjà sur l'interfrange? Je vois que l'interfrange ici est plus grand qu'ici. Quelle formule pourrait correspondre? Qu'est-ce que je vois ici? Je vois que I est inversement proportionnel à A. Alors qu'ici, on me propose I proportionnel à A. Eh bien, essayons de voir si ça marche. Alors, dans le cas de l'écran S, on a dit que A était petit. Si A est petit, qu'en est-il pour l'interfrange? On a vu que l'interfrange était grand. Donc, quand A est petit, I est censé être grand. Moralité, j'ai une relation inverse entre les deux. J'ai donc bien cette formule-là qui est bonne. J'ai bien I qui est inversement proportionnel à A. Plus A va être grand, plus je vais avoir un I petit. Plus A va être petit, plus I sera grand. Voilà le principe. Vous voyez un petit peu le raisonnement? Ce que je viens de vous dire à l'oral, je ne l'écris pas, d'accord? Mais c'est quelque chose que vous devriez dire, hein, d'accord? Vous devez être en mesure d'écrire ce que je viens de vous dire là. Donc, premier argument, le voici. Je dois mettre plus sur moins de distance, donc il est évident que ma distance A ici, entre 2 pixels, va être plus petite. Je sais que j'ai deux formules ici et je sais que mon interfrange là est plus grand que là. Donc, mon interfrange est plus grand pour un écran S que pour un écran I. Eh ben c'est bon, après on détermine. Hein. Voilà. Et donc là, on est sur la première question qui va valoir un petit peu de points quand même, d'accord? Il n'y a pas de mathématiques, mais ça vaut des points. Enfin, il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas de calcul, je veux dire, mais ça vaut des points. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Mesurer le plus précisément possible. Ah, ouais, c'est ça que je me demandais. Là, on vous demande vraiment d'être extrêmement précis. À partir de la figure 2, la valeur de la distance I entre deux points lumineux consécutifs pour le mobile de type S. Bon, je vais essayer de le faire quand même à la louche. Hein. Vous voyez que mon écran, là, ça fait beaucoup trop. J'ai pas de règle à dimension. Donc, on va essayer de faire ça un petit peu à la louche. Mais vous, qu'est-ce que vous devriez faire? Eh bien, vous auriez votre annexe, hein, typiquement, ou peut-être même pas d'ailleurs. Et bon, vous faites... Alors, remarque si je peux mesurer. Hein. Vous prenez votre règle ici. Voilà, vous regardez combien ça fait. Vous voyez que ça fait 8,6... Enfin, vous ne voyez pas, mais moi, je le vois. Ça fait 8,6 cm. Donc, hop. Donc, moi, ce que je vois, à mon échelle... Hein, je vois que 1 cm dans la réalité, c'est la réalité, eh bien c'est 8,6 cm sur le dessin. Ok, et combien fait mon interfrange? Eh bien, bon, ça tombe bien parce que là, il me le propose en plus déjà tout fait, donc je vais aller du bout de l'échelle, enfin du bout de la flèche jusqu'à l'autre bout. Je trouve 17,7 cm. Donc sur mon dessin, je trouve 17,7 cm. Alors n'oubliez pas de préciser ce que vous êtes en train de faire là. Vous dites, eh bien, nous allons déterminer la longueur réelle de l'interfrange par un calcul de proportionnalité via un produit en croix. Donc 17,7 fois 1 divisé par 8,6, bon, franchement, effectivement on a un petit peu moins que 2, mais bon, c'était le principe, on y est quasiment. Il faudrait un petit peu plus que 2 cm, mais on y était quasiment. Ça fait 2,06 cm. Donc vous voyez, personnellement, moi,
J'aurais bien aimé prendre, je vois qu'il y a 2 carreaux, je vois qu'un carreau c'est 1 cm, donc j'aurais dit 2 cm. Si quelqu'un a envoyé 2 cm, ça marche. Mais on vous dit bien, mesurez ça de façon la plus précise possible. On attend forcément de vous un calcul une utilisation d'un produit en croix. Là, c'est sûr et certain, d'accord? Calcul d'échelle classique. Ensuite, une fois que c'est dit, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Donc ça, c'est la question 5. Qu'est-ce qu'on me demande pour cette question maintenant? En déduire la valeur de la distance A et évaluer la résolution du téléphone mobile de type S en nombre de pixels par pouce et en commente. Ok, on est parti. Alors, on veut A, on veut pas I. Donc moi, je sais que I égale lambda D sur A. Ok, parce que moi, j'ai pas A, j'ai I, je le rappelle. Donc du coup, bon, c'est simple, hein. A égale lambda D sur I, tout simplement. Lambda, c'est 650 nanomètres, donc on va le mettre en mètres, bien sûr, hein. La longueur D, c'était l'écran, la distance de l'écran qui était marquée tout à l'heure, c'était 1,75 mètres. Et I, c'est ce qu'on vient de trouver, 2,06 cm, c'est-à-dire 2,06 fois 10 puissance moins 2 mètres. Eh bien, on fait ce petit calcul-là. On va garder le même nombre de chiffres significatifs que le plus petit nombre. Alors, vous voyez ici, là, je vais en avoir 1, 2, 3. Ici, j'en ai 1, 2, 3. Ici, j'en ai 3 aussi. Bon, je vais donner mon résultat avec 3 chiffres significatifs. Et donc, je trouve un A qui est égal à 5,52 fois 10 puissance moins 5 mètres. Et ça, c'est A. OK. Et maintenant, on veut comparer ça à la valeur qui était censée être indiquée. Et nous, je ne me rappelle plus, mais nous, on nous vendait un écran à 438 ppp. Ok, ça marche. Allez, c'est parti, on va essayer de faire ça. Donc, ça veut dire quoi? Parce que maintenant que j'ai cette longueur A, j'ai la distance entre 2 pixels finalement. Alors, on veut maintenant déterminer la distance A et évaluer la résolution du téléphone mobile de type S en nombre de pixels par pouce. Ok, et on commente. Alors, comment on va pouvoir faire ça? Je sais, rappelons-nous, que mon écran S, normalement, c'est 438 ppp, c'est-à-dire 438 pixels par 2,54 cm, parce qu'on avait dit qu'un pouce, c'était 2,54 cm. Alors, je vois peut-être 2 façons de résoudre cette question-là. Première façon, donc moi, je connais A. Voilà, donc je connais l'écart entre 2 pixels. Eh bien, si je pouvais connaître l'écart entre 438 pixels, donc c'est-à-dire multiplier cet écart-là par 438, et si je trouve à peu près 2,54 cm, c'est plutôt bon signe. Je peux peut-être faire ça, c'est peut-être le truc le plus facile que je vois venir là tout de suite. Ou alors je peux faire l'inverse et me dire, bon j'ai, alors je vais pas faire les 438, mais j'ai ici plein de pixels. Voilà, bon, je vais faire un peu plus vite, hop. Tous ces pixels-là, ils se répartissent sur 2,54 cm. Donc, un pixel, finalement, ça se répartit sur combien de centimètres? Je pourrais peut-être faire ça aussi comme ça. Alors, franchement, il n'y a pas une meilleure méthode que l'autre, j'ai l'impression. Bon, on va faire la deuxième. Donc, 438 pixels se répartissent sur 2,54 cm. Oui, mais moi, donc un pixel, ça se répartit sur combien de centimètres, cette histoire? Eh bien, on est parti, on fait un petit produit en croix. On fait 1 fois 2,54 divisé par 438. J'ai 5,8 fois 10 moins 3 cm. Ça sent bon, hein. 5,8 fois 10 puissance moins 3 cm. Dit autrement, c'est 5,8 fois 10 puissance moins 5 mètres. Et nous, qu'est-ce qu'on avait trouvé? 5,52 fois 10 puissance moins 5 mètres d'écart entre 2 pixels. Et là, je vous propose du coup de mettre, donc finalement, l'écart entre 2 pixels, le 1 pixel ici, c'est 5,8 fois 10 puissance moins 5 mètres. Peut-être auriez-vous eu l'idée de ici remplacer le 1 pixel par 2 pixels, mais dans ce cas-là, j'aurais eu toute cette distance-là en fait. Donc c'est-à-dire le double de ce qui m'intéresse. On peut imaginer à peu près que l'écart entre 2 pixels, il est à pas grand-chose près, du même ordre de grandeur que la taille d'un pixel. Bon voilà, j'ai la réponse à cette question-là. Donc le commentaire qu'il y a à faire tout simplement, c'est que ces deux valeurs-là, alors on ne me demande pas spécialement de faire un écart relatif, etc. Mais on pourrait, 5,8 fois 10.5 moins 5,52 fois 10 moins 5, on peut le faire de façon à ce que ce soit quand même un petit peu plus sérieux ce qu'on est en train de faire là. Donc ça c'est la valeur théorique normalement. Donc moins 5,52 fois 10 puissance moins 5, et je divise ensuite par la valeur théorique, qui est donc 5,8 fois 10 puissance moins 5. Je multiplie le tout par 100 et je trouve 4,8% d'écart, donc 5%. On sait que généralement, aux alentours des 5% d'erreur, on est typiquement sur de l'erreur expérimentale et seulement expérimentale. On ne peut pas considérer qu'il y a un écart réel entre les deux. Donc, on me vend un écran à 438 pixels par pouce. Eh bien, expérimentalement, je vois qu'effectivement, c'est cohérent avec ce que je trouve moi. Donc, l'écran correspond bien à ce qui était vendu. Tout va bien. Ensuite, alors, on va arriver un petit peu au bout de ce sujet.
Question 6, non c'est fait. De manière plus générale, il existe deux catégories d'écran. Retina lorsque les pixels ne sont pas visibles à distance visuelle d'utilisation fixée à 30 cm et non Retina lorsque dans les mêmes conditions les pixels sont visibles. Alors, ah oui d'accord, ok ça marche. Vous voyez ici, je pense que c'est peut-être un petit peu grossi le trait. Vous voyez là on voit les pixels un petit peu alors que là on ne les voit pas. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit de beau là-dessus? Le pouvoir séparateur de l'œil correspond au plus petit angle alpha noté alpha min, permettant de distinguer des pixels A et B très proches. Effectivement, ça veut dire qu'en fait, si les deux pixels sont sont séparés par rapport à mon angle de vision d'un angle inférieur à alpha min, je ne serais pas capable de les voir en fait. C'est un petit peu ce qui se passe dans l'espace. Vous voyez, par exemple, je sais pas, je vous dire une bêtise, mais vous voyez un seul point lumineux, vous dites bah, c'est une étoile, alors ça se trouve en fait c'est plein d'étoiles différentes, mais elles sont trop... L'angle qui sépare par rapport à votre angle de vision est tellement petit qu'en fait vous n'êtes pas capable de les séparer, votre œil les voit comme un seul point. Voilà, alors permettant de les séparer, voilà, on admet usuellement que alpha min égale 3 × 10⁻4 radians. Donc en dessous de cet angle-là, vous n'êtes pas capable de séparer deux sources de lumière. C'est un petit peu comme la petite expérience très simple au toucher où on vous met deux pointes et puis on les rapproche petit à petit sur votre main jusqu'à savoir quelle est la distance minimale entre deux stimuli, entre deux stimuli que vous pouvez ressentir. Vous voyez qu'en fait, plus vous rapprochez les aiguilles, plus vous avez l'impression qu'en fait, c'est plus qu'une seule aiguille qui vous pique, parce que votre cerveau, votre cerveau n'est pas capable de distinguer les deux pointes, parce qu'elles sont trop proches l'une de l'autre. Alors que quand vous touchez, là par exemple avec vos doigts, vous sentez bien qu'il y a deux appuis qui sont faits, mais si c'est suffisamment proche, vous ne sentirez pas les deux appuis. C'est un peu le même principe ici, mais avec l'œil. On se place dans l'approximation des petits angles, donc tangente alpha est quasiment égale à alpha, super. En utilisant la résolution donnée pour le mobile de type I, cette fois-ci, déterminer la catégorie d'écran de ce téléphone mobile. Est-ce qu'il est Retina ou non Retina? Eh ben on est parti. Alors, bon... Là, il faut vraiment y aller, ça ne fait pas partie des choses qu'on voit souvent en terminale, donc ça veut dire que tout est donné dans l'énoncé, hein, typiquement. Qu'est-ce qu'on me dit? Donc là, j'ai une longueur de 30 cm et il me faut l'écart entre deux pixels. Bon, bah, ça, c'est pas très difficile, parce que qu'est-ce qu'on sait, nous? On va revenir un petit peu en arrière. Nous, on va prendre les valeurs réelles en tant qu'affaire. Hein. On m'annonce un type I à 326 pixels par pouce. Hop. Donc, le type I, c'est 326 pixels pour 2,54 cm. Alors on fait le même travail que tout à l'heure. Alors du coup, l'écart entre deux pixels, donc un pixel, c'est combien de centimètres? Eh bien c'est parti. Donc ça va nous faire, je vais un petit peu plus vite parce que c'est la même chose que tout à l'heure. Hein. Donc ça nous fait 2,54 divisé par 326. Et donc ça nous fait 7,8 fois 10 puissance moins 5 mètres. Voilà l'écart entre deux pixels pour l'écran I. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est effectivement plus grand que ce qu'on avait que l'écran S, ce qui est normal, il y a moins de pixels, donc ils sont plus éloignés les uns des autres. Donc je sais que cette distance-là, je la connais maintenant, elle fait 7,8 fois 10 puissance moins 5 mètres. Ici, je vais mettre ça en mètres, et puis c'est parti, on fait un peu de trigo. Hein. Alors alpha, je connais le côté opposé, je connais le côté adjacent. De toute façon, on me rappelle ici que tangente alpha égale alpha, c'est certainement pas anodin. Donc j'écris tangente alpha égale opposé sur adjacent, c'est-à-dire A sur petit d. Dit autrement, puisque on est dans l'approximation des petits angles, alpha égale A sur D. Oui, mais A, je viens de le trouver, fait 7,8 fois 10 puissance moins 5. Et D, il fait 30 cm, c'est-à-dire 30 fois 10 puissance moins 2. Vous auriez pu trouver A aussi en utilisant la figure de l'interfrange, puisque vous aviez aussi la figure d'interférence juste avant. Vous aviez l'interfrange, vous pouvez tout trouver. Hein. C'est vous qui voyez. Bon, ça me paraissait plus malin de faire ça comme ça. Donc 7,8 fois 10 puissance moins 5, que je divise par 30 fois 10 puissance moins 2, et ça fait 2,6 fois 10 moins 4. 2,6 fois 10 moins 4 radians. Et on me dit que alpha min est égal à 3 fois 10 puissance moins 4 radians. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis à 3 fois 10 puissance moins 4 radians ou plus, je suis capable de voir l'écart entre les pixels. Si je suis à moins, je ne suis pas capable de voir qu'il y a 2 pixels. Je suis à 2,6 fois 10 moins 4 radians. Mon écran est donc un Retina. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de distinguer le pixel A et le pixel B. Vous imaginez bien que, bien sûr, pour le cas de l'écran S, c'est aussi évidemment le cas, puisque si je rajoute des pixels sur la même distance,
L'écart entre les pixels est encore plus faible, comme on l'avait vu. Donc cette fois-ci, je vais avoir un alpha encore plus petit. Bref, dans les deux cas, j'ai des écrans qui sont Retina. Je ne suis pas capable de voir la différence entre les deux pixels. Vous voyez, ça se fait très bien, c'est assez rapide cette histoire-là. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. La question un petit peu difficile peut-être, c'était la question 6, celle juste avant. Mais vous n'aviez pas besoin de la question 6 pour faire la question 7, ou quasiment pas. Donc finalement, allez, entre une et deux questions un peu difficiles dans un sujet comme ça. Et j'ai presque envie de vous dire, il ne peut pas y avoir grand-chose de plus qui tombe sur ce genre de choses-là. Et éventuellement, si l'histoire de la différence de marche en interférence, où on vous donnerait une figure, il faudrait trouver, rappelez-vous, la différence de marche, elle est égale à k fois lambda, on va avoir des interférences constructives, et si c'est 2k plus 1 fois lambda sur 2, alors dans ce cas-là, elles seront destructives. Ça, c'est la seule chose qui n'est pas dans ce sujet-là, donc il faudrait peut-être que j'en refasse un aussi derrière là-dessus. Ça tombe pas tout le temps, mais quand ça tombe, évidemment, faut savoir le faire, bien sûr. Voilà, je sais pas combien de temps ça fait, mais si on est à 30 minutes, vous avez à peu près une idée du rythme qu'il faut avoir pour faire ce sujet-là. Alors, je vais assez vite, certes, dans la réflexion, mais vous voyez, je vous explique en même temps ce que je fais. Donc vous, imaginez-vous que pendant que j'explique, c'est votre temps de réflexion, en fait, tout simplement. Et voilà, on est bon là-dessus. Je vous remercie pour votre attention.